Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau supplément, ce nouveau bada de notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné ». C'est pour nous l'occasion de recevoir Brigitte Lefebvre. Brigitte Lefebvre, bonjour. Bonjour. Brigitte Lefebvre qui a été directrice de la danse à l'Opéra National de Paris, qui a été elle-même danseuse et qui a eu ensuite d'autres activités dont nous allons parler. Mais nous allons parler de plusieurs choses, l'activité de la danse comme danseuse et l'activité de la danse comme responsable du corps de ballet, puisque directrice de la danse, c'est ça, d'un corps de ballet qui est à peu près 154. N'oublions pas les 4. Vous avez raison. Et dont vous avez été vous-même membre. Mais, Brigitte Lefebvre, vous n'avez pas été tout de suite attirée par la danse classique. Vous avez été attiré par un autre type de danse. Non, je ne dirais pas que j'ai été attiré, mais on m'a attiré. J'ai été attiré par ma mère, comme beaucoup de danseuses et danseurs d'ailleurs, et la mairie du 10e arrondissement. Et il y avait une danse très inspirée par Isolde Duncan que j'aimais beaucoup. On faisait petit sauvage, on était pieds nus avec des petites tuniques mauves. Et c'est par ça que j'ai débuté. Et alors ça s'appelle comment cette danse-là ? C'est la danse rythmique. Et votre mère était danseuse, non ? Non, elle était pianiste. Je crois qu'elle aurait été beaucoup plus douée que moi. Mais malheureusement, voilà. Mais ça, c'était paradoxal parce qu'elle aimait beaucoup la danse, mais elle n'était pas ce que j'appellerais une mère de danseuse. Elle me faisait pas mon petit chignon, elle n'était pas là à me trouver que j'étais merveilleuse. Peut-être pas assez, ça m'aurait parfois peut-être encouragée ou énervée, je ne sais pas. Donc, j'ai une immense admiration. Je fais partie des très nombreuses, heureusement, d'ailleurs, personnes qui ont beaucoup d'admiration pour leur maman. Alors, mère de danseuse, c'est une expression qui, je crois, mérite d'être un peu développée. Je crois avoir une idée de ce que c'est, puisque j'ai une fois, il y a très longtemps, à l'époque où j'étais rédacteur en chef de la culture à l'Express, assisté à un concours, au concours annuel, qui est un spectacle... En soi en soi, oui, absolument. C'est-à-dire que il y a donc, cette année-là, c'était les filles qui passaient les premières, et les garçons passaient l'après-midi. Et donc, on commence par les plus petits, qui doivent... Les quadrilles. Et la scène de l'Opéra Garnier était nue. Il y avait un piano droit. Pas les danseurs, je vous rassure. Les danseurs et les danseuses étaient au contraire habillés dans l'uniforme réglementaire, si je puis dire. Il y a un piano droit dans un coin. Absolument. Derrière le piano droit, il y a un pianiste qu'on ne voit pas. Puis il y a un huissier, un aboyeur. Un régisseur. Un régisseur qui annonce Mademoiselle un-tel dans la 4e variation de Raymond. Oui. Et on voit arriver une toute petite créature qui, puisque c'était les non, premières, Philippe, elle apparaît petite, mais enfin, la plupart ont 18 ans, 19 ans, c'est les premières classes du corps de ballet, mais ce ne sont pas les élèves de l'école de danse. Oui, d'accord. Mais effectivement, tout le monde paraît assez petit finalement, sauf Yvette Chauviré, qui était minuscule, qui était pas très grande. Et la première fois que je l'ai vue, j'étais tout à fait là-haut, et j'ai trouvé immense. Donc c'est ça la grâce. Et donc voilà, on entend un grand nombre de fois, généralement la même variation, dansée dans un silence. Et après, il y a un moment d'entracte, de suspension. Il faut bien que le jury puisse aller répondre à un appel de la nature et puis boire un petit quelque chose. Et là, on entend les mères de danseuses, et c'est là où on en vient. Alors, est-ce que vous pourriez nous tracer une sorte de portrait robot de la mère de danseuse ? Surtout pas. Surtout pas, parce que la mère de danseuse aime généralement la danse, ou aime l'idée qu'elle se fait de la danse, et estime que sa fille est la meilleure. Et moi, je me souviens une année où c'était en 3e division, parce qu'on marche par division, et on était en 3e division, qui est la division fatale, parce que c'est généralement là, on doit avoir 10-12 ans, c'est là où on est crème. Et là, on avait été beaucoup à être renvoyés, ou pas monter de classe, et les mères de danseuses, quand elles ont vu les résultats, et que leur fille était renvoyée, c'était le scandale absolument, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, ce que je trouvais dommage pour ma part, c'est qu'il n'y avait pas l'accompagnement du chagrin de la petite, ou au contraire, parfois il y en a qui s'en fichaient, quelque part. Ou qui se sentaient soulagés. Ou peut-être, oui, c'est très juste, qui peut faire ça, mais c'était d'en rajouter, quoi, si vous voulez. La mère de danseuse, et c'est une danseuse plus.
Oui, c'est-à-dire que tout à coup, une image me vient qui est l'équivalent de la mère de danseuse. J'ai été au jury d'admission au concours d'entrée à l'École nationale d'administration, et il est arrivé une fois un garçon qui est arrivé avec sa famille, ce qui est en général, il était assez embarrassé. La famille est allée s'asseoir, donc le garçon ne la voyait pas, la famille était derrière lui, il y avait la maman qui manifestement tenait l'ensemble de la famille, et chaque fois qu'un des membres du jury posait une question, la maman approuvait la question des membres du jury, ce qui fait que quand elle a quitté la salle, j'ai même cru qu'elle allait ouvrir son porte-monnaie et nous donner Et elle l'a fait? Elle l'a, hélas, pas fait. Non, mais elles sont multiples. Et puis moi, je suis touchée par ce qu'on appelle la maman d'une danseuse ou d'un danseur, d'ailleurs, parce que les danseurs sont très accompagnés aussi. Le père, notre dernier danseur étoile, Guillaume Diop, il me disait enfin, il me disait, mais il le disait, que son papa était très inquiet parce qu'il voulait qu'il fasse du foot, pour des raisons qu'on peut imaginer. Donc, voilà, ce père de danseur était un père, je dirais pas par défaut, parce qu'il n'est pas un père qui est défaillant, mais un père qui s'inquiétait. C'était l'inverse. On va savoir l'avenir de son fils. Alors, vous-même, vous êtes finalement assez tôt rentré à l'opéra, enfin à l'école de l'opéra. Vous aviez 8 ans et demi, et à partir de là, 8 ans et demi. Alors, on a ici reçu quelqu'un que vous avez nommé étoile, d'ailleurs, qui est Mathieu Gagnon. Ah, on a reçu il y a 2 ans, à peu près, et qui nous a expliqué un peu quel avait été son parcours à l'école, mais il est rentré plus tard que vous. Enfin, son âge était plus avancé. Et vous, donc, vous avez fait tout le parcours de l'École nationale de danse. L'école de danse de l'Opéra de Paris. L'école de danse, oui, de l'Opéra national. C'est oui, exactement, l'Opéra qui est national et pas l'école. Et donc, vous avez franchi toutes les étapes que vous pourriez peut-être nous rappeler pour qu'on ait présent à l'esprit les différents grades et les différents moments qui font qu'on passe d'un grade à un autre. D'abord, si vous le permettez, Philippe, puisque vous évoquez un danseur, un homme que j'aime infiniment, qui est Mathieu Gagnon, que j'ai d'ailleurs eu le plaisir avec Hugues Gall, puisque nous sommes liés, le directeur général et la directrice de la danse pour une nomination. La directrice de la danse propose, le directeur général acquiesce. Généralement, moi, ça m'est arrivé une fois, il y a eu débat, mais voilà. Et le cas de Mathieu est très intéressant. D'abord, c'est le fils de 2 très grands danseurs, dont surtout Dominique Calfouni, qui était magnifique, sa mère, et Denis Gagnon, son père, qui a surtout triomphé dans les ballets de Roland Petit. Dominique était, elle, une danseuse étoile du ballet de l'opéra. Et il a fait l'école de Marseille. L'école de danse, qui est une très bonne école, et il est rentré par ce biais, si je puis dire. Donc, il est rentré plus tard, mais il avait déjà commencé à danser très tôt. Oui, bien sûr, on peut pas. Mais donc, vous-même, 8 ans et... Alors, moi, 8 ans, j'ai failli pas rentrer, et puis, finalement, on m'a repêché, vous voyez. Alors, et donc, il y a les classes, il y a 5 divisions, je crois que c'est toujours ainsi maintenant, 5 divisions. Et puis ensuite, il y a, quand je suis rentrée, il y avait 2e quadrille, 1er quadrille, coryphée, ça n'a pas bougé, petit sujet, grand sujet, premier danseur, première danseuse, et étoile. Et après, je crois que c'est du temps de Raymond Franchetti, où ça a été, d'ailleurs, fort heureusement, je trouve, rassemblé, les quadrilles, il y a une classe de quadrille, coryphée, ça n'a pas bougé, sujet, et premier danseur et étoile. Le moment où vous avez vous-même été à l'intérieur de ce corps de ballet, ça s'est arrêté quand ? Ah, alors je suis partie en décembre 71, c'est-à-dire le 1er janvier 72, je ne faisais plus partie du ballet de l'opéra. Et vous êtes partie pour danser autre chose, autrement et ailleurs ? Je suis partie avec mon ami Jacques Garnier. Peut-être que ça m'a encouragée. Je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage ou même l'esprit d'initiative de le faire seul. Peut-être que oui. Une question que je me pose encore. Parce que je voulais m'adresser, c'était un peu dans la continuité de 68, sans être très engagée politiquement, enfin de manière politicienne. Il y avait ce vent, cet élan de 68 que j'avais trouvé intéressant, un peu caricaturé parfois, et de voir ce que je pouvais faire par moi-même, alors qu'on est très accompagné à l'opéra, et puis surtout m'adresser à un nouveau public. Ça m'intéressait beaucoup. Et j'avais la sensation d'avoir appris beaucoup, d'avoir reçu beaucoup, et j'avais envie, peut-être naïvement, mais je ne le regrette pas, de l'offrir, de le proposer donc à un différent public. Et ça, c'est un moment où, au fond, il y avait dans le corps de ballet
et dans la programmation de la danse à Garnier, puisqu'il faut rappeler qu'il n'y avait que Garnier Oui. comme salle parisienne à l'époque, quelque chose comme un excès d'académisme, est-ce que c'est juste? Écoutez, c'est le vieux truc, quoi. En fait, à chaque fois, moi, je sais que quand j'étais en gravissant un petit peu les étapes, j'ai dirigé à l'invitation au départ du GAL, hein, pour qui je garde une admiration contrastée parfois, pas dans mon admiration, mais dans sa personnalité. On s'en amuse beaucoup, d'ailleurs, de cela. Mais pendant 20 ans, je crois que j'ai fait venir, très franchement et très simplement, les plus grands chorégraphes du monde, contemporains et autres. Mon successeur, immédiatement, a dit après que c'était très poussiéreux, qu'on n'avait rien fait. Donc moi, je me mets pas tellement dans cette histoire-là. Je pense que c'est une histoire personnelle. Je veux dire que ce qui se passait en 72... Alors, bien sûr, on le dit, puis ça fait classe. Toi, oui, vraiment, c'est affreux, mon Dieu, comme je le sens mal et tout. On n'est pas mal du tout à l'Opéra de Paris. Après, il est clair que si on fait quelque chose auquel on croit, que l'on pense, et on n'est pas, si vous voulez, accompagné par cette volonté patrimoniale, qui est, pour ma part, indispensable, on est évidemment dans un esprit de liberté beaucoup plus large. Alors, il faut dire un mot de Jacques Garnier, qui est mort prématurément, si je puis dire, qui est mort, il avait à peine 50 ans, et qui a découvert la danse star, Oui. qui a été un chorégraphe qui a voyagé, notamment aux États-Unis. Non. Si, il a appris. Il a appris, mais je vous laisse dire, Philippe, vous le savez. Non, je pense qu'il y a quelque chose d'important qui, chez lui, a été acquis aux États-Unis, et que Martha Graham, Paul Taylor, Alvin Ailey, un certain nombre de noms qui sont devenus ensuite, on dit des classiques, enfin en tout cas qui sont devenus des noms connus, et des noms qui ont des socles, exactement. Le mot est plus intéressant que d'être des classiques. Et il a été aussi quelqu'un que Jean Vilar a fait venir à Avignon, où il y a eu un certain nombre il y a eu 2 années, je crois, successives de ballets chorégraphiés par lui à Avignon. Enfin, il y a un moment, Brigitte Lefebvre, Jacques Garnier, sur lequel j'aimerais que vous racontiez un peu vos souvenirs et ce qui vous a paru être les points forts. D'abord, vous savez, c'est toujours par étapes. Hein. Il y avait une chanson de Léo Ferré qui disait « Tu n'es qu'un maillon de la chaîne ». Je le ressens souvent, j'adore cette chanson. Et j'aime bien penser que je suis effectivement un petit maillon, hein, parfois, oui. Et donc, dans cet esprit d'aventure, de découverte que nous avions, d'abord, je vous rends hommage aussi si vous le permettez, à Michel Guy, qui a fait venir avec son festival d'automne de très grands chorégraphes, tous ceux que vous veniez de citer. Jacques, lui, avait bénéficié d'une bourse, donc il avait travaillé avec Alvin Ailey, et une rencontre aussi avec Merce Cunningham, qui est peut-être celui qui l'a le plus marqué. Puis après, nous avons découvert ensemble, il y avait un esprit de bande aussi, hein, si vous voulez. On a découvert ensemble tous ces chorégraphes qui venaient. D'ailleurs, Paul Taylor, je ne voudrais pas être trop large faire trop de digression, mais Paul Taylor, lorsque nous l'avions vu, c'était en mai 68, et donc je crois qu'on a vu ses premières représentations, on n'en a pas vu d'autres parce que ça a été interrompu par l'occupation du théâtre, et on était devenus copains, si je puis dire, avec tous ces danseurs qui nous apportaient leur ouverture d'esprit personnelle. Nous leur apportions ce que nous savions. Enfin, il y avait une espèce d'échange très fructueux comme ça. Et puis Jacques était effectivement intéressé par la chorégraphie. Il avait une âme, j'allais le dire, d'architecte. C'était un constructeur. Voilà, il a commencé la danse assez tard. Il était très ami, moi aussi d'ailleurs. On était une espèce de trio insolite comme ça avec Michael Denard, qui lui-même avait commencé la danse à 18 ans. Magnifique danseur. Et puis plein de copains, quoi. Plein de copains. Vous dites Jacques, et moi je me réjouis que vous reteniez le nom de Jacques, mais il y avait également Patrick France, Norbert Schmucki, Claude Ariel, Serge Cotten. Enfin, on était nombreux, grâce à Jean Vilar et surtout à Paul Puot, qui était son administrateur, qui lui avait glissé l'importance de cet esprit d'équipe. Voilà, donc on a d'abord fait... Alors, tout le monde s'en mêle, parce que il y avait aussi Michel Descombet, qui avait été très important pour nous, qui a dirigé la danse à l'opéra pendant près de 7 ans. Il y avait effectivement Paul Puot, Vilar qui était informé. Je ne peux pas dire que j'ai vu tous les jours à table, hein, je veux dire... Sauf que c'était après ce moment terrible qu'il a vécu, toujours 68, grâce à Julian Beck et sa partenaire, où il a été conspué de manière indigne. Et donc on l'a très peu vu. Mais enfin, il était très ouvert à la jeunesse. Il avait déjà ouvert la danse à cette grande personnalité qui était Maurice Béjart.
Suite, pardon, là je m'égare, mais c'est la réalité, suite à ce rapport qui avait été commandé par André Malraux pour l'Opéra de Paris, d'abord à Villars, puis Villars avait associé Boulez et avait associé Béjart. Donc tout ça, c'était une espèce de famille au sommet qui était attentif à nos aventures individuelles et collectives, si vous voulez. Donc c'est ainsi que ça s'est fait. Moi, j'ai eu la chance de faire ma première chorégraphie à un cours d'honneur d'Avignon. C'est pas banal. Quand maintenant on dit qu'on fait beaucoup pour les jeunes et tout, bah écoutez, on n'était pas bien vieux. Et croyez-moi, faire une première chorégraphie avec pour interprète Jacques Michael et moi-même d'ailleurs, par esprit d'économie, je pense aussi, eh bien, c'est quand même pas anodin. Donc on a participé de tout ça, encouragé par un mouvement, si vous voulez, un accompagnement aussi de la presse, qui était, sans dire qu'elle était militante, enfin tous les mois sur un plan artistique, elle était vraiment accompagnatrice pour tout cet élan. Voilà. C'est le théâtre du silence? Alors, ce fut, et c'est devenu, c'est à ce moment-là, le théâtre du silence. Je vous raconte pas les scènes de rire qu'on a eues pour arriver à trouver ce titre. Et en fait, moi, ça m'a convaincu parce que je fais partie de ceux qui, j'ose pas dire poétiquement, ce serait un peu ridicule, mais je pense que si on fait pas le silence en soi avant de danser, si on fait pas le silence en soi avant de regarder, c'est dommage. Donc, on peut parler de théâtre du silence. Et le théâtre du silence, c'est quand même le terreau de ce qui a été ensuite la jeune danse française. Ça y a participé. Ça fait quand même, il y a eu beaucoup de noms dans les 10 ans qui ont suivi la création du théâtre du silence qui sont venus. Mais il y a des gens qui sont oubliés. Je veux dire, par exemple, des gens comme Félix Blasca, qui a fait un travail absolument magnifique. Un moment très, très précieux, 68 encore, mais ça, c'est le hasard des dates. Le ballet théâtre contemporain qui a été dirigé par Jean-Albert Cartier. Enfin, il y a eu d'un seul coup un tas de choses. Puis après, bien plus tard, Dominique Baguet. Et puis Roland Petit avec ce ballet national de Marseille voulu par Gaston Defferre. Il y a une espèce d'effervescence comme ça dans laquelle nous participions. Quand même, oui, il y a des noms, pour ajouter des noms à ceux que vous venez de citer, Karine Saporta. Plus tard, oui, mais exactement. Plus tard, mais plus tard comme... Vous avez raison. Comme Régine Chopineau, comme ça, c'est les années 80. Cité, et Maggie Marin, et Lucinda Chals, et De Coufflet, et François Vera. Enfin bref, il y a beaucoup de monde qui peut s'appuyer sur ce travail. Oui. Je le dis parce que on l'oublie. On l'oublie, et surtout, vous avez dit tout à l'heure que la vision de mai 68 est devenue, pour certains, une vision un peu ironique sur les babacools et les gens qui... mais je pense que cette capacité à fédérer et à créer un terreau à partir duquel des quantités d'individualités artistiques qui sont aujourd'hui devenues des maîtres à leur tour, mais se sont épanouies, je pense que c'est important de le rappeler. Bref, vous avez quitté l'Opéra de Paris, et c'est le Théâtre du Silence, avec quelques étapes entre les deux, puis vous quittez le Théâtre du Silence, et c'est de nouveau l'Opéra de Paris. J'ai un peu résumé, bousculé le curriculum. Alors très bien, alors corrigez ma bousculade. Non, attendez, on va peut-être marquer la fin de cette première conversation et enchaîner avec les corrections que vous allez infliger à mon audace.